Non, je voulais juste rajouter pour les normes IFRS, en fait, à un moment donné, a été imposé en contrôle interne pour les sociétés cotées. Très bien, mais j'ai vu le regret sur la non-application des normes IFRS dans les PME camerounaises. J'ai vu parce que en France, nous avons un concept pour les PME qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Alors, les entreprises de taille intermédiaire en France, c'est des grosses PME à l'international qui peuvent être confrontées à cette question-là. Because in France, but it's probably the same case in other countries from the north, we have an acronym which is ETI, entreprise de taille intermédiaire. In fact, I can say it's a big, small and medium-sized company, but which business is more related with, I would say, big companies than with the small and middle-sized enterprises. Et dans le cas des ETI, la question des normes IFRS peut se poser, pour le dire de cette manière-là. Mais souvent, très souvent, dans la façon, et ça j'y veille, je suis très vigilant là-dessus, c'est, en particulier pour l'auditoire africain, il n'y a pas de retard, c'est autre chose. C'est autre chose. Comment je vais tout à l'heure, à un moment donné, discuter avec quelqu'un dont on a beaucoup discuté la thèse de DBA sur la passation des marchés publics auprès d'entreprises de conseil et regrettait qu'il y avait trop d'informels, mais il ne manquerait plus que ça. Même dans nos pays, les réseaux sociaux, les rapports de personnes jouent un rôle important. Donc il n'y a pas à le regretter. Ce n'est pas en réduisant, en disant qu'on veut réduire la part de l'informel qu'il y aura une passation de la commande publique en termes de conseil plus performante. Donc, il faut faire attention à tout ce qui se dit et ce qui est en train de changer. So you should be aware about what is said currently and which is not really the case. I have a clear example, which is globalization. We are living in deglobalization. So the world is less and less global. And very often you begin, so the world is more and more global. There is an increasing in competition, especially for small and medium-sized family and small and medium-sized enterprises in Cameroon. Non, il n'y a pas de concurrence. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez savoir, moi moins. Il n'y a pas de concurrence de plus en plus importante entre les PME du secteur informel de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de concurrence de plus en plus importante. Il y a ce que je ne sais pas et ce sur quoi vous avez du savoir à créer. Nous ne sommes pas dans un monde de plus en plus global. On est dans un monde en pleine déglobalisation, quelquefois que vous ne l'ayez pas vu. Donc, il faut se méfier de ce qui se dit. Il faut se méfier de ce qui se dit dans la contextualisation. C'est très très important. Donc, premier élément, contextualisation ou pas contextualisation. Deuxième élément, c'est un grand classique. So conceptually, our, I would say, core notion is organization. Notre notion au cœur de l'essentiel de ce qu'on fait, sauf le marketing quantitatif et la finance de marché. Mais pour le reste, le concept clé qu'il y a au cœur de ce que l'on étudie, c'est l'organisation. Concept clé. D'où le fait qu'il y ait théorie des organisations et toute la construction de management et théorie des organisations, puisque les cursus de gestion sont tous construits autour de cette logique-là, sauf deux choses, le marketing quantitatif, qui est une forme de mauvaise sociologie. Ça, c'est pour Emmanuel, parce qu'on va partager ce point de vue. Donc, et la finance de marché qui relève d'autres logiques. Oui. Je voulais juste souligner un point très important. Tout à l'heure, vous avez évoqué la différence entre un PhD et un MBA. Et vous avez souligné aussi que la lecture des textes théoriques, etc. Donc, mais vous avez aussi rajouté maintenant que les concepts actuels sont basés sur certaines théories. Mais moi, je rajoute une chose très importante, peut-être que moi, c'est dites, au contraire.
c'est que on a du mal à prendre en considération le courant théorique. Parce que quand quelqu'un, par exemple, attaque un concept ou un modèle, bon, il y a la théorie, certes, il y a aussi le courant théorique, parce que vous avez le choix. Tout à fait. Et ça, il a un grand impact. Tout à fait. Mais là, dans ce cas-là, j'ai quand même donné quelques éléments. On serait plutôt sur le socle introductif à un cours de théorie des organisations. La caractéristique des théories des organisations, c'est la cumulativité du savoir, d'où le fait qu'il y ait des débats qui se sont achevés, et sur la circulation des idées. Alors pour vous, quand vous êtes en provenance de pays du Sud, la circulation des idées, c'est quelque chose de très important. Mais pour nous aussi, hein, puisque l'essentiel des concepts nous viennent des États-Unis, ils n'ont pas grand-chose à nous dire. Par exemple, il a fallu 10 ans avant qu'on dise pour la responsabilité sociale de l'entreprise, il y a une conception américaine et une conception européenne. Puisque pendant longtemps, on dit « Ah, mais comment est-ce qu'on pourrait faire comme faire pour les Américains ?» Mais comme on est européen et qu'on a une tradition de pensée, maintenant, il est acté que vous avez deux logiques fondatrices et d'inspiration de la RSE. Vous avez une logique américaine et une logique européenne. Donc, voilà comment s'est achevée la circulation des idées. Donc, laquelle regardez-vous et pourquoi ? Laquelle regardez-vous et pourquoi? Et maintenant, il faut dire qu'il y a d'autres logiques. Il n'y a plus que la logique américaine en matière de RSE, la logique européenne. Il y a des logiques émergentes. Très bien. En Asie, en Afrique, débat. Vous voyez dans les pays du Golfe Persique, voilà. etc. D'où la contingence sur les... D'où la contextualisation. Hein. Et donc là, effectivement, tant que... Si je parle comme français et donc européen, j'ai fait partie des gens qui se sont battus conceptuellement et en publiant et en faisant publier et en suivant des thèses sur le fait que la RSE, c'était pas Bowen. Hein, puisqu'on cite toujours Bowen aux États-Unis, 1954, comme... c'est pas nous. Hein, nous avons d'autres logiques qui d'ailleurs sont historiquement plus anciennes. Ça, c'est une autre question. Donc vous avez des débats. Vous avez des débats qui s'achèvent et vous avez une circulation des idées. Alors par exemple, pas lu, mais l'autre thèse au jury de laquelle, peut-être qu'on est ensemble, sur la GRH à la BOAD. Non, je ne suis pas dans ce jury. Bon, mais peu importe. Donc je suis sur le jury d'une autre thèse sur la GRH à la BOAD. Et là, en l'occurrence, elle a pris les catégories de l'implication de Rowan et Meyer. Aucun problème. Sauf que c'est daté. Aucun problème, sauf que c'est daté. Le débat s'est achevé en 2000. Alors, aucun problème. C'est-à-dire, le travail qu'elle a effectué, ou qu'il a effectué, pardon, est un travail valide. Mais il faut être conscient que le modèle qui a été saisi est un modèle de 2000. Aujourd'hui, les questions de l'implication se posent différemment. Mais, je veux dire, il y a une cohérence entre ce qu'elle a choisi et ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait n'est pas inutile ni dépassé. C'est autre chose. Là, alors, dans un PhD, on n'accepterait pas ça. Alors là, moi, je hurlerais immédiatement. Par contre, il s'agissait plus d'un retour d'expérience conceptualisé sur, alors je veux dire son poste de DRH, peu importe, mais on va dire que c'est ça. Son poste de DRH à la BOAD, donc il était tout à fait logique qu'elle conceptualise de cette manière-là, hein, puisque ce qui fait la force de son travail, c'est la partie empirique. D'accord ? Donc les enjeux de débat ne sont pas les mêmes dans un DBA que dans un PhD. Il est important de suivre les débats, hein, et de ne pas dire vivement que la RSE au Cameroun soit comme aux États-Unis. Hein, donc ça n'aurait pas de signification. Mais ce qui est important, c'est de regarder quel est l'état de la discussion des choses à un moment donné. So I stress the point that it is very important to know what are the discussions in a given field today, how did they occur, how the ideas were circulating, for example, from the north to the south, or from the US to Europe. Now you have some circulation between Europe and US, and all these aspects are important
to be able to contextualize in a relevant way on what you are working about. Donc, contextualisation, non-contextualisation, où on en est arrivé, c'est important. Et éviter les préjugés, le monde est de plus en plus global, ben non. Hein, c'est vraiment, on constate l'inverse. Why do you say the world is not global? Bah, look at Trump. That's Okay, forget about Trump. yes, no, because Talk about him. when what has been free trade is discussed, so it means that what was a globalization is over. Isn't that an epiphenomenon? Isn't Trump like just and Trump and then if you look at history? No, because historically we have lived during period, you have lived periods during which there were high droits de douane. Voilà, yes, okay, custom taxes. So it means that it's not only for Trump, it's also yes. Globalization is more in theory, not in Yes, practice. yes. No globalization. We have other stories in our European countries. We are giving a terrible look about immigration. So it means that circulation of people is no more the case. With Brexit, you have a lot of high educated managers coming back from the UK to different European countries. So it means that we are really, especially with these three examples, we are living into a deglobalization. Oui. Si vous permettez, ça prendra peut-être 30 secondes. J'aimerais contribuer. Il y a la globalisation, bien sûr, qui existe, mais pour quelques pays, entre les pays puissances. J'ai bien écrit un livre. J'ai donné un nom pour deux types de pays. Les pays qu'on appelle fournisseurs et les clients potentiels. Moi, je suis africain, asiatique, européen. J'ai 3 passeports de 3 nationalités, asiatiques, européennes, africains. Aujourd'hui, chez moi en Afrique, il n'y a pas de globalisation. Un exemple. En Asie, c'est-à-dire qu'il y a la globalisation, ça existe pour certains pays qui partagent le monde entre eux. Je prends un exemple, la globalisation des STEAM. Moi, j'ai écrit dans mon livre, j'ai mis 5 éléments en avance. 5 E's. Premier E, c'est STEAM. STEAM globalization. What is the STEAM globalization? Les gens meurent de faim, il n'y a pas d'accès à l'éducation, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a rien. STEAM. It's depend on myself, how I can develop my country. Dépend de moi comment je vais développer mon pays. STEAM, éducation, énergie, les entrepreneurs économiques. Maintenant, ces 5 E, on l'a en France, mais pas en Afghanistan. Ça, pratiquement au Sénégal. C'est-à-dire aujourd'hui, la globalisation, moi je disais, ça existe pour certains pays qui sont en train de diviser le succès du monde entre eux. Et puis moi, en tant que mon pays en voie de développement, qu'on appelle le pays en développement, ça fait honte pour moi depuis la jeunesse. Mais moi je dis non, je ne suis pas un pays en voie de développement, je suis client potentiel. C'est-à-dire c'est moi qui donne la vie pour l'économie des pays des autres. C'est-à-dire si vous prenez l'économie de Corée, aujourd'hui, en tant qu'un pays pauvre, je suis en train d'acheter 5 Samsung dans ma maison, moi-même, mon épouse, ma wife. C'est-à-dire 5 000 par année, j'ai en train de contribuer pour l'économie de Corée. Et la même chose pour iPhone. That's we are working for all developing countries. That's we are customer, potential customer, and they use us like customer. And for that, we have big problems to develop our country because we don't have esteem for ourselves, for our people, for our country. That's my only opinion. Maybe I'm wrong, but I think it's one of the important points today about the globalization. Alors, voilà, indépendamment de sa position, puisque on ne va pas faire un débat sur globalisation, déglobalisation, indépendamment de sa position, il montre la complexité du phénomène. Donc, on ne peut pas se contenter de dire on est dans un monde de plus en plus global. Ce qu'il vient de montrer, il a fait une entrée dans la complexité de ce qu'est la globalisation. Donc, dans la contextualisation, je vous invite à éviter qu'on est dans un monde de plus en plus global où il y a de plus en plus de concurrence. Moi, je le rejoins. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on vit dans un monde de plus en plus déglobalisé, ça dépend. Bien sûr. Mais, oui, d'accord. Alors, si vous voulez, je veux arrêter le débat parce qu'on pourrait en dire autant pour la globalisation. La seule chose, il
il y a 5 ans, il y avait une évidence d'une globalisation générale, générique, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'évidence. Donc aujourd'hui, on est obligé de reconnaître la complexité de ce phénomène. C'est ce qu'il vient de nous faire. Donc, dans la contextualisation, ce que je vous invite, c'est éviter de dire, comme on est dans un monde de plus en plus global et qu'il y a de plus en plus de concurrence, les PME camerounaises doivent utiliser les normes IFRS. Hein, vous voyez, le raisonnement est caricatural. Mais j'ai vu des raisonnements qui étaient à la limite de ça. Là, par exemple, sur un autre travail que je fais sur les PPP, alors évidemment, vous imaginez aujourd'hui les PPP au Sénégal, hein, tout le monde rêve des PPP. Donc, quand j'ai introduit dans la discussion que c'était extrêmement discutable, j'ai eu un interlocuteur qui ne m'a pas cru. Hein, puisque, alors lui, il a fait une thèse beaucoup plus subtile sur la question, mais l'autre dans le débat voulait faire une thèse, ah oui, grâce au PPP, il va y avoir des routes au Sénégal. C'était, voilà, raisonnement hâtif. D'accord ? Raisonnement hâtif. Hein. C'est pour ça que c'était intéressant, parce que je discutais en amont de la thèse avec quelqu'un, et puis évidemment j'avais la sienne, qui était une approche beaucoup plus subtile. Hein, ça veut dire que ce à quoi je vous invite, c'est à éviter les préjugés, comme son nom l'indique, les préjugés, c'est ce qui est accepté sans être soumis à jugement. Donc, méfiez-vous des préjugés, alors j'en ai mis 2. Le troisième est compliqué, c'est nous sommes en pleine révolution numérique, la 3e, la 4e ou la 5e. Si ce n'est pas nécessaire, on oublie. If it is not necessary to say that we are in a more and more global world, in a world in which there is more and more competition, and that we are living in a digital revolution, if it is necessary, avoid it. Because it is another story. Quand ce n'est pas nécessaire, dans la contextualisation, on ne le dit pas. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement un caprice de ma part. C'est que si vous pensez que le monde est de plus en plus global, ben vous allez oublier un tas de choses. Si vous ne regardez pas la complexité de la globalisation dont il vient de nous proposer une entrée, d'accord ? Par exemple, le mobile banking avec les 5 Samsung qu'il a chez lui, ça n'a pas du tout la même allure que chez nous, il n'y a pas de mobile banking, hein, pour le dire de cette manière-là. Ça veut dire que vous avez des pratiques locales qui sont loin d'être globales et qui ne le seront jamais. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous ne passerons jamais, si je le dis comme ça de façon radicale, nous ne passerons jamais au mobile banking parce que nous avons toute une tradition et un tas de choses qui nous l'évitent, d'accord ? En fait, le monde il est organisé de telle manière que vous soyez comme client. J'ai rien contre ce que vous me dites, mais par exemple, aujourd'hui, pourquoi dans certains pays il y a la guerre ? C'est pas le débat. Parce que s'il y a guerre, pour qu'on puisse... juste pour vous donner, parce qu'ils ne laissent pas. Vous êtes conscient que vous voulez avancer, mais ils ne vous laissent pas. Ok, mais alors on ne débat pas de cet aspect-là, c'est la fabrique de la recherche. Excusez-moi. Oui, c'est une recherche, mais je ne vais pas la discuter à la place de votre tuteur. Vous comprenez? Vous donner l'exemple, je suis obligé de contribuer, je pense. Je suis un peu confus parce que en fait, je travaille dans le domaine des normes ISO, la qualité, etc. Alors, quand on me parle de globalisation, aujourd'hui ISO, je pense qu'on cherche de plus en plus à inventer, à créer des normes qui, effectivement, voilà, pour standardiser un peu. Oui, mais la question, voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les entreprises certifiées qui ont beaucoup plus de valeur aux yeux des clients et tout cela. Donc ici, dans ce contexte... Alors, je vais vous poser comme question. Vous entrez dans quand vous entrez dans un magasin, vous entrez dans le magasin quand il a plutôt l'ISO 50000 que la 14000. Vous voyez la façon dont je vous lis. Par contre, la question de la norme est extrêmement représentative d'une tension entre cette perpétuelle volonté de standardiser et la perpétuelle créativité autour de cette normalisation. D'accord ? Et là, en l'occurrence, ce qu'il y a d'intéressant dans les normes, c'est pourquoi il y en a certaines qui fleurissent
pas d'autres. Alors, ce qui est d'intéressant, puisque je la regarde aujourd'hui, c'est la renaissance de la 14000, puis finalement la sénescence de la 26000 dans les ISO. La 26000, bon, qui n'avait pas de définition du développement durable, est en voie de dépérissement. Par contre, on est en train d'assister à la renaissance du 14000. Et il y avait une 50000 qui était quasiment inconnue, qui est en train de monter en puissance, parce que la 50000, c'est les bâtiments énergie positive. Hein, donc, vous avez les normes qui standardisent. En même temps, vous avez des mouvements autour des normes. Et puis, vous avez un jeu des normes les unes par rapport aux autres. Par exemple, dans les chaînes globales de valeurs responsables, le choix d'une norme par le donneur d'ordre n'est pas neutre, puisque c'est ce qui va lui permettre d'entrer chez le fournisseur. Donc, vous voyez, donc là, vous avez des enjeux très intéressant et contextualisé. Donc, il n'y a pas de, on pourrait dire, il n'y a pas de dimension ultime à la norme. Bien qu'il s'agisse de normes, leur vie est perpétuellement discutée.